Quand on parle de vitesse d'évolution d'un système chimique, on distingue la vitesse volumique d'apparition d'un produit et la vitesse volumique de disparition d'un réactif. Donc, commençons par la vitesse volumique d'apparition du produit. Toutes les réactions chimiques peuvent se symboliser par réactif, donne, produit. Donc, on va définir la vitesse volumique d'apparition d'un produit à un instant t comme étant la dérivée de la concentration du produit par rapport au temps, ce que l'on peut noter de la manière suivante. On retrouve la notation qu'on a déjà vue, d sur dt, qui veut dire dérivée par rapport au temps. La vitesse d'apparition est donc la dérivée de la concentration de P par rapport au temps. Les unités usuelles vont être la variation de P, donc P ce sont des moles par litre, une variation, parce qu'en gros, une dérivée, qu'est-ce que c'est? C'est une petite variation par rapport au temps. Donc là, c'est une variation de P par rapport à un temps, donc des moles par litre et des secondes. La vitesse d'apparition va donc être en mol, litre moins 1, seconde moins 1. Pour deux instants T1 et T2 très proches, on va pouvoir assimiler cette vitesse volumique d'apparition à une variation de concentration par rapport à une variation de temps, ce que l'on peut écrire sous la forme suivante. Concentration de P à l'instant 2 moins concentration de P à l'instant 1 divisé par l'instant 2 moins l'instant 1. Donc une petite application numérique. Je vous propose de déterminer la vitesse volumique d'apparition de P connaissant ce qui va se trouver ici. À vous. Vous avez donc dû noter que V apparition du produit P va être environ égal donc à concentration de P à l'instant T2, c'est-à-dire 4,0 moins 2,0, la concentration de P à l'instant T1, divisé par T2, c'est-à-dire 2,0, moins T1, 1,0. Ce qui fait, quand on fait le calcul, 2,0 mol litre moins 1 seconde moins 1. Cela signifie qu'en une seconde, on va avoir l'apparition de 2 moles par litre de produit P. La dérivée d'une fonction va avoir les mêmes propriétés que ce qu'on avait vu en mécanique, c'est-à-dire que la vitesse va pouvoir être calculée en regardant le coefficient directeur de la tangente à la courbe à cet instant. C'est donc ce que l'on peut noter ici. Connaissant cela, je vous laisse faire l'exercice, à savoir déterminer graphiquement la vitesse volumique d'apparition donc du produit I2, puisque là, dans ce graphique, vous voyez que c'est I2 qu'on regarde. AT est égal à 20 minutes et AT est égal à 60 minutes. Donc pour déterminer la vitesse d'apparition du produit I2 à l'instant T1 est égal à 20 minutes, on va commencer par tracer la tangente à la courbe à cet instant-là. Bien évidemment, c'est une construction graphique, donc la tangente n'aura pas exactement la même pente pour tout le monde, mais c'est une approximation, une détermination graphique, comme son nom l'indique. Ensuite, comme pour calculer tous les coefficients directeurs, on va positionner 2 points sur cette droite. Donc un point B que je note ici et un point A que je note à ce niveau-là. La vitesse d'apparition va donc être égale au coefficient directeur, c'est-à-dire Y l'ordonnée du point B, c'est-à-dire la concentration en I2 au point B, moins l'ordonnée du point A, c'est-à-dire la concentration en I2 au point A, divisé par l'abscisse du point B, c'est-à-dire TB, moins l'abscisse du point A, c'est-à-dire TA.
En regardant graphiquement, donc I2, on peut voir qu'elle est égale à 50 millimoles par litre à l'instant B. À l'instant A, la concentration en I2 vaut 5 millimoles par litre. L'instant TB va être égal, d'après le graphique, à donc 48 minutes, moins l'instant TA qui vaut 0, ce qui donne 0,94. Attention, l'unité. On a divisé des millimoles par litre par des minutes. L'unité va donc être en millimoles, litre moins 1, minute moins 1. On fait la même chose, donc ça c'était à l'instant T1. On va faire de même à l'instant T2. On obtient alors la vitesse d'apparition est égale à 0,31 millimoles par litre par minute. On voit bien que la vitesse d'apparition des produits diminue au cours du temps. À l'instant T1, elle valait 0,94. À l'instant T2, elle vaut 0,61. Cette évolution qui se voit bien au niveau de la courbe s'explique grâce au facteur cinétique qu'on a vu précédemment. C'est-à-dire que plus la concentration des réactifs est importante, plus la vitesse va être importante. Donc forcément, quand on est au début, c'est là où les réactifs sont présents dans les plus grandes quantités, donc où l'évolution va être la plus rapide. Au fur et à mesure qu'on avance dans le temps, il y a de moins en moins de réactifs, donc de moins en moins de probabilité de choc efficace de ces réactifs, donc forcément une vitesse d'apparition qui est plus petite. Dans le cas des réactifs, on parlera de vitesse de disparition d'un réactif. Donc de la même manière qu'on avait défini la vitesse d'apparition, la vitesse volumique de disparition d'un réactif à l'instant t, qui va être notée V-disp, sera égale à l'opposé cette fois-ci, puisque c'est un réactif. Donc à l'opposé de la dérivée de la concentration du réactif par rapport au temps, ce que l'on pourra noter de la manière suivante. De la même manière que précédemment, on pourra donc dire que la vitesse de disparition à l'instant t2, ça va être égal à moins la concentration du réactif à l'instant 2 moins la concentration du réactif à l'instant 1 divisé par T2 moins T1. En développant la factorisation du signe moins, on peut également écrire que c'est la concentration de R à l'instant 1 moins la concentration de R à l'instant 2 divisé par T2 moins T1. Je vous laisse faire l'application numérique suivante pour vous entraîner. On va donc écrire V disparition qui est égale à la concentration de R1 2,0 moins la concentration de R2 0,50 divisé par T2, c'est-à-dire 2,0 moins 1,0, ce qui nous donne 1,5 mol litre moins 1 seconde moins 1. Les vitesses, que ce soit des vitesses d'apparition ou de disparition, sont toujours positives. On va donc pouvoir déterminer graphiquement la vitesse volumique de disparition en disant qu'elle est égale à l'opposé, cette fois-ci, puisqu'il y a le signe moins, du coefficient directeur de la tangente à la courbe à cet instant. Comme on l'a fait précédemment, on va pouvoir donc déterminer graphiquement la vitesse volumique de disparition d'un réactif, ici l'eau oxygénée. Donc même principe que tout à l'heure, vous mettez en pause et vous essayez de le faire. Donc comme précédemment, on trace la tangente à la courbe au point considéré, c'est-à-dire ici 20 minutes. On positionne sur cette tangente à la courbe deux points, un point B et un point A, et on calcule le coefficient directeur de cette tangente en utilisant YB, c'est-à-dire concentration en H2O2 du point B, moins YA, concentration de H2O2 au point A, divisé par X,
B, c'est-à-dire TB, moins XA, c'est-à-dire TA, en n'oubliant pas le moins devant puisque c'est une vitesse de disparition. Vous voyez qu'à la fin, le résultat final sera positif. La vitesse doit toujours être positive. Il existe une autre grandeur qui va permettre de caractériser l'évolution de systèmes chimiques en dehors de la vitesse d'évolution, c'est ce qu'on appelle le temps de demi-réaction. On considère qu'une réaction s'arrête lorsque le réactif limitant a été totalement consommé. Pour les réactions d'une cinétique lente, on pourrait définir la durée nécessaire à la consommation totale du réactif limitant comme étant TF. Seulement, sur les graphiques, et vous pouvez regarder celui d'en dessous, on a du mal à savoir quand exactement on atteint la valeur maximale. On a donc défini un temps qui est le temps de demi-réaction, que l'on note T1,5, et c'est la durée au bout de laquelle la moitié du réactif limitant est consommée. Ce que l'on peut noter de la manière suivante. On définit donc T1,5 par rapport à la concentration de produit qui va être formée. À T égale T1,5, la concentration de produit sera égale à la concentration de produit maximale divisée par 2. On peut également faire ça en sens inverse, c'est-à-dire qu'à T est égal à T1,5, eh bien la concentration de réactifs va être égale à la concentration des réactifs maximum divisée par 2, c'est-à-dire la concentration des réactifs initiaux divisée par 2, puisque la quantité de réactifs est maximale au départ. On peut également mesurer donc une grandeur physique qui est l'absorbance ou l'avancement pour suivre l'évolution de la réaction. À ce moment-là, ça sera toujours pareil. À T égale T1,5, on aura l'absorbance qui va être égale à l'absorbance maximale divisée par 2. Ou alors l'avancement qui va être égal à l'avancement maximal divisé par 2, puisque bien évidemment, toutes ces grandeurs sont proportionnelles entre elles. Donc pour déterminer le T1,5, c'est ce qu'on va faire sur la courbe qui est ici. Donc on regarde que vaut l'avancement maximal. Donc, puisque là on parle d'avancement. Donc l'avancement maximal, on voit qu'il est égal à 4. Donc on peut calculer la moitié de cet avancement maximal. Donc si x max est égal à 4, eh bien la moitié de x max, c'est-à-dire x max sur 2, va être égale à 2. Et ensuite, eh bien, on va juste faire une lecture graphique pour arriver à trouver le T1,5. On cherche donc, une fois positionné x max et x max sur 2, quelle va être l'abscisse du point ayant pour ordonnée x max sur 2. Donc pour la courbe rouge, l'abscisse du point va nous donner le T1,5 de la courbe rouge qui va se situer à ce niveau-là, donc aux alentours de 2,5 minutes. Ensuite, pour la courbe intermédiaire qui est à ce niveau-là, pareil, je cherche l'abscisse de l'intersection entre x max sur 2 et la courbe, ce qui va me donner T1,5 qui est égal à 7,5 minutes. Pour la dernière courbe, la plus lente, on voit que l'abscisse du point d'intersection entre T1x max sur 2 et la courbe va être environ de 9 minutes. Donc là, on peut en déduire, et on le voit bien sur cette courbe-là, que le T1,5 varie en fonction de l'allure de la courbe. Plus on arrive rapidement à l'état final, plus le T1,5 va être petit, plus la réaction va être rapide. Toutes ces courbes d'évolution vont pouvoir être modélisées mathématiquement. On va définir donc différents ordres de réaction suivant le modèle mathématique qui va être utilisé pour modéliser ces courbes. Donc là, en terminale, nous étudions les lois de vitesse d'ordre 1. Donc une loi de vitesse d'ordre 1, eh bien qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il va y avoir proportionnalité entre la vitesse de disparition d'un réactif ou d'apparition d'un produit et la concentration d'une espèce chimique, celle qui correspond au réactif limitant au cours du temps. C'est ce que l'on peut noter. Donc soit une réaction chimique
petit a grand A plus petit b grand B donne petit c grand C plus petit d grand D. Les petites lettres représentent le coefficient stoïchiométrique, les grandes lettres représentent le symbole des réactifs et des produits. On dit que cette réaction est d'ordre 1 par rapport au réactif A si, quand B étant large excès, les vitesses volumiques de disparition des réactifs ou d'apparition des produits sont proportionnelles à la concentration de A au cours du temps. Voyons ce que cela signifie dans cette réaction, par exemple, la décomposition de l'eau oxygénée dont nous avons vu l'expérience catalysée tout à l'heure. Donc là, nous avons 2 H2O2, 2 molécules d'eau oxygénée qui vont se décomposer pour donner 2 molécules d'eau et une molécule de dioxygène. Donc là, il n'y a qu'un seul réactif, A, qui est ici. Il y a 2 molécules de A qui vont réagir ensemble pour donner 2 molécules d'H2O et une molécule d'O2. Si on dit que cette réaction est d'ordre 1 par rapport à H2O2, donc cela veut dire 2 choses. On peut déjà définir la vitesse d'apparition ou de disparition par rapport à cette équation. Donc si on regarde par rapport à H2O2, H2O2 étant un réactif, on va parler de vitesse de disparition. On peut donc écrire que la vitesse de disparition, c'est égal à moins la dérivée de la concentration en H2O2 par rapport au temps. Mais puisque c'est une réaction d'ordre 1, ça veut dire que cette vitesse de disparition est proportionnelle à la concentration en H2O2, ce que l'on peut noter K, qui est une constante de proportionnalité, multipliée par la concentration en H2O2. Vous voyez apparaître ce qu'on rencontrera plus tard dans le programme, c'est-à-dire une équation où on a la variable et sa dérivée dans la même équation. Cette variable et sa dérivée dans la même équation, c'est ce qu'on appelle une équation différentielle, mais on en reparlera plus tard. L'essentiel pour le moment est de savoir reconnaître si on a une loi de vitesse d'ordre 1 ou pas. C'est ce que nous allons voir maintenant. Il existe 3 méthodes pour vérifier qu'on a une vitesse d'ordre 1. La première méthode consiste à regarder le temps de demi-réaction. Nous le voyons donc sur cette courbe-là. Donc sur cette courbe-là, on voit que le temps de demi-réaction a été calculé dans plusieurs cas à chaque fois pour regarder l'évolution de A au cours du temps. Dans la première courbe, la courbe bleue ici, on est parti d'une quantité A0. On obtient la courbe décroissante à ce niveau-là. La courbe verte a été tracée en prenant une autre quantité que l'on note A'0. Donc cette fois-ci, on obtient cette courbe-là où on trace l'évolution de la concentration de A au cours du temps. Si on veut déterminer T1,5 pour la courbe bleue et la courbe verte, on va déterminer quelle est la concentration maximale en A divisée par 2, c'est-à-dire la moitié du réactif consommé. Donc au départ, on dispose de A0, la concentration en A initiale. Au bout de T1,5, on va disposer de la concentration en A initiale divisée par 2. On a bien T1,5. Donc je regarde en utilisant une construction graphique quel est le T1,5. On trouve un T1,5 à ce niveau-là. Maintenant, je vais regarder la courbe verte. Donc à l'état initial, on va avoir la concentration en A initiale qui est notée à ce niveau-là. Donc au bout de T1,5, on aura la moitié de cette concentration initiale, c'est-à-dire ici. On regarde à ce moment-là que vaut le T1,5. Donc je cherche quelle est l'abscisse du point de la courbe qui a pour ordonnée concentration initiale de A divisée par 2. Et là, je trouve le même T1,5 que précédemment. Eh bien, c'est la première méthode pour vérifier qu'une réaction est d'ordre 1. On va vérifier que le temps de demi-réaction T1,5 ne dépend pas de la concentration initiale du réactif. Là, vous voyez que le T1,5 a été le même pour la courbe bleue et la courbe verte.
La deuxième méthode consiste à vérifier la proportionnalité, c'est-à-dire qu'à vérifier que les vitesses volumiques de disparition des réactifs ou d'apparition des produits sont proportionnelles à la concentration de l'espèce au cours du temps. On va donc mesurer la vitesse à différents instants, la concentration à différents instants et montrer qu'il y a proportionnalité entre les deux. La méthode 3 utilise une modélisation mathématique puisqu'on va modéliser la courbe obtenue et vérifier que c'est une fonction exponentielle du type la concentration de A à l'instant t est égale à la concentration de A initiale multipliée par la fonction exponentielle moins kt, où k est le coefficient de proportionnalité que nous avions vu précédemment, était le temps, la variable. Cette modélisation mathématique, bien entendu, ne peut se faire qu'à l'aide d'un logiciel adapté. Vous savez maintenant caractériser l'évolution d'une réaction chimique au cours du temps, que ce soit en calculant une vitesse volumique d'apparition d'un produit ou de disparition d'un réactif, de déterminer le temps caractéristique de la réaction que l'on appelle T1,5 et également savoir s'il s'agit d'une loi de vitesse d'ordre 1.